Mes parents m'ont tout le temps dit que j'étais l'enfant la moins reposante de la planète parce que je me rappelle en fait d'avoir été une enfant qui avait besoin là, de créer, j'avais besoin d'être entourée, j'étais une enfant unique jusqu'à 5 ans et demi quand même. Puis on avait l'immense chance de vivre dans un quartier où c'était que des personnes âgées, fait que j'étais comme la petite vedette du quartier, puis tu sais, c'était la petite Mélissa, puis t'as-tu vu la petite Mélissa? J'ai été une enfant qui a été super aimée, vraiment, tellement valorisée par ces idées-là, mais un peu cachotière souvent, parce que je faisais toutes mes affaires, puis finalement, ben papa, maman, il y a 50 voisins qui arrivent dans le cours, puis on fait un spectacle, puis ils ont payé chacun 3 $. Fait que c'est 150 $ pour aller m'acheter des bonbons, t'sais. Fait qu'on était beaucoup là-dedans. Puis j'étais sans doute la fédératrice de bien des affaires. Fait que tu sais, j'organisais un bal de finissant parce que je trouvais ça bien injuste qu'en 6e année, tous les élèves avaient le droit à avoir leur bal, mais pas en 4e année. Puis je me disais, mais moi, je finis mon année, fait que je suis une finissante. J'avais loué une salle, ça m'avait coûté 100 $ à l'époque. J'avais tout invité tous les élèves, puis acheté vraiment tout ce que j'avais besoin. Puis la seule et unique condition de la direction, c'était faut que tu aies des adultes qui surveillent. T'sais, nous, c'est pas dans l'école, mais on veut s'assurer qu'il y ait des adultes. Puis j'ai annoncé comme à mes parents à 4h15 qu'il y avait une soirée avec 90 enfants surveillés. Fait que ça a tout le temps été ça, tu sais, c'était d'organiser, c'était des idées de grandeur. C'était des trucs que tout le monde me disait, ça n'aura jamais de sens, tu ne seras jamais capable de faire ça. Ou on essaye peut-être pas de mettre des bâtons dans les roues, mais tu sais, mes amis, ben là, voyons, tu sais, c'est trop. Mais non, ça faisait partie de qui j'étais. Fait que moi, une enfant pas reposante, c'est le mot. J'étais vraiment une ado avec vraiment beaucoup de rêves, mais des grands rêves, tu sais, je me disais, je touchais tellement à ça d'être sur scène, puis je voyais tout le bien que ça me faisait. Puis je pense un peu tout le bien que je pouvais faire alentour parce que je faisais monter sur scène avec moi les filles qui avaient peut-être pas eu cette possibilité-là. Fait que je me voyais vraiment sur des grandes scènes, je me disais, tu sais, puis en fait, tout le monde disait ça autour de moi, les professeurs, mes parents, les amis de mes parents, c'était tout le temps, mon Dieu, que Mélissa va faire quelque chose dans la vie, hein, et que ça va être grand ce qu'elle va faire. Fait que je portais peut-être ce poids-là, mais en même temps, j'aspirais beaucoup à ça. Donc, le parcours, je vais dire typique d'adolescente, mais avec cette vision-là tout le temps, de faire des films, d'être avec mes amis, de me dire comment on peut faire des projets toujours un peu plus grands, année après année, jusqu'à ce qui arrive, ben, c'est un événement, c'est un point marquant dans ma vie. C'est toujours un peu particulier parce que ça fait pas tant longtemps que je suis capable d'en parler. Mais à 15 ans, je suis tombée en amour avec mon professeur. Et réciproque, qui était beaucoup plus vieux que moi, en fait. Donc, beaucoup de cachettes, beaucoup de menteries, beaucoup de trucs qu'on nomme pas à ses parents, qu'on nomme pas à personne. Et le jour où mes parents l'ont appris, en fait, ben c'est sûr qu'on peut comprendre l'atmosphère dans laquelle j'ai été plongée rapidement. Ça a été un coup de masse pour mes parents. Je pense qu'eux ont vu, à ce moment-là, mes rêves à moi, en fait, s'envoler. Que moi, j'ai pas pris conscience à ce moment-là parce que je voulais être une adulte. Puis je voulais tellement vivre une vie plus grande que nature que c'était comme un espèce de passage obligé. Puis en même temps, ben tout le monde connaissait mon histoire, fait que j'étais un peu reconnue pour ça. C'est elle qui sort avec le prof, c'est elle qui sort avec le prof. Donc j'ai dû quitter le nid familial à ce moment-là, puis ben me débrouiller de voler de mes propres ailes. J'ai été une adolescente un jour et le lendemain, je suis devenue une adulte. J'ai 17 ans, des responsabilités d'adulte. J'ai un enfant par procuration à ce moment-là. Et on est le lendemain de mon bal de finissant, puis j'achète une maison. Une idée du siècle. Évidemment, c'est tout ça sans l'accord de mes parents, puis je me retrouve à devoir payer mes études, à devoir subvenir à mes besoins. Je sais pas trop comment je vais y arriver encore. Mais rapidement, je tombe en mode solution, puis je tombe en qu'est-ce qui est le plus facile pour moi, puis qu'est-ce qui a toujours été d'une évidence, c'est faire des spectacles, faire de la musique, et j'ouvre ma première école, l'école Les Maestros. J'ai 18 ans, en fait, quand j'ouvre vraiment officiellement l'école. 18 ans dans le salon de ma maison, acheté 6 mois auparavant. Et ça marche. J'ai 11 ans, ma mère vient de m'inscrire à des cours de chant. Petite fille gênée dans son coin, qui fait pas tant de bruit, qui a peur un peu de tout. Je rentre ici pour la première fois. Je tombe devant une femme aux cheveux mauves, les dents
pas en pointe. Ça m'a vraiment marqué sur le coup. Puis, avec une assurance qui m'a dépassée à ce moment-là. La petite fille en moi a vu un modèle à ce moment-là. J'avais envie, moi aussi, de pouvoir sortir de ma coquille puis de pouvoir briller comme elle pouvait briller. J'ai fait ça au départ pour payer mes études. Finalement, les études ont pris le bord. Je me suis comme consacrée à temps plein à cette école-là. La mission, en fait, des maestros, c'était beaucoup plus que les cours de chant. C'était tellement la persévérance. C'était de leur montrer à ces jeunes-là, regarde, moi aussi, je suis capable de le faire, mais toi aussi, tu es capable. Tu es capable de vivre de ta passion. Tu es capable de faire ça tous les jours. Puis il y a une idée rapidement qui commence à faire son chemin, c'est de travailler avec des artistes. Mais des artistes connus, là. Pas des artistes qu'on connaît pas vraiment. Vraiment des gens que j'aime profondément. Puis il y a un rêve d'enfance qui refait surface, qui est les bébés. Tout me rappelle nous deux, quand je ferme les yeux, je me sens un peu mieux. Mais les bébés, je veux dire, dans ma tête, c'est comme le summum de ce que je pourrais faire. Mais je mets ça un peu de côté parce que, tu sais, mon école, ça fait pas si longtemps que ça que je l'opère à ce moment-là, que cette idée-là se pointe. Puis je garde toujours un peu en tête que, bien, je suis de Shawinigan, j'ai 21 ans, je viens d'avoir mon premier enfant, c'est pas pour l'instant. Mais non, je peux pas l'étouffer. Cette idée-là devient comme... elle m'habite. Pour finalement la réaliser à 23 ans, de trouver le moyen de contacter Patrick Bourgeois, de faire comme, écoute, j'ai une école de musique, j'ai pas tant de budget, je travaille avec des jeunes, t'as-tu goût de venir? Et j'ai mon premier oui d'un artiste, ce qui fait qu'on a vraiment Patrick Bourgeois et les bébés sur scène avec nous en juin 2017. Mais cette histoire-là, c'est une histoire de Cendrillon. Je veux dire, à ce moment-là, les bébés ne sont plus ce qu'ils sont, mais pas pantoute, c'est des has-beens. Mais moi, je suis tellement convaincue que c'est l'idée du siècle, que je réussis à contaminer les jeunes et les jeunes deviennent fans finis. Quand Patrick Bourgeois arrive sur scène, les enfants pleurent. C'est vraiment comme « Oh mon Dieu, il est là! » Puis tu sais, les bébés, ben c'est hit, par-dessus hit, par-dessus hit. Fait que tout le monde, en fait, ça a été, j'en parle, j'ai encore des frissons, ça a été un moment de... J'ai comme touché, en fait, à et l'accomplissement et le bonheur en même temps, là, mais un melting pot de tout ça. Puis le Cendrillon, parce que 3 semaines après, Patrick Bourgeois me téléphone puis dit « Écoute, on fait les Francophonies de Montréal. Dans quelques jours, ça vous tente de venir avec nous sur scène? » Puis je suis comme « Ben oui, tu sais, vraiment énervée. » Puis à ce moment-là, même tout le monde me dit « Tu sais, ça va être le fun, il va y avoir quoi, 200 personnes pour les bébés? » Mais non, parce que ce soir-là, c'est 100 000 personnes qui se présentent. C'était un festival qui était à l'extérieur, évidemment. C'était le comeback des bébés. Puis les bébés, on enregistrait après ça. On est allé à des émissions de télé avec eux. On a enregistré un album avec eux, le dernier album des bébés. Les maestros étaient sur cet album-là. Puis ça a été comme la première brèche de faire... Premièrement, moi, de prendre conscience que c'est possible de réaliser ses rêves. Puis de dire, OK, ben what's next? Si ça, je suis capable, qu'est-ce que je peux faire? Et ça a été le début de toute la liste des grands noms qu'on a eus. France d'Amour, Marie-Carmen, Marc Dupré, Marie-Mé, Sugar Sammy, Philippe Bande, Étienne Boulay, Caïn, Vincent Vallière, Les Trois Accords, bref, tous les grands noms du showbiz québécois ont été sur scène avec les maestros. Je me rends compte que j'ai presque 30 ans. Je suis maman de 3 enfants. Sur papier, j'ai tout ce que j'aurais besoin pour réussir, techniquement. Selon la société, en fait, j'ai les enfants, le chum, la maison, la carrière, puis j'ai vraiment des belles réalisations professionnelles, mais il y a une espèce d'urgence de vivre qui commence à apparaître, puis un sentiment d'étouffement. Et le sentiment d'étouffement vient aussi avec la culpabilité, puis c'est vraiment encore difficile aujourd'hui de l'expliquer parce que c'est comme si je me sentais coupable à l'époque de vivre ce sentiment-là, parce que, en fait, j'avais tout. J'arrive au Maestro en 2012. Je suis une adolescente, plein de rêves, plein d'ambitions, et je rencontre Mélissa, qui est un peu l'aspiration de ce que j'aimerais devenir. C'est une femme qui a beaucoup d'assurance, qui a une belle famille, elle est enceinte jusqu'au cou là, de son petit dernier. Elle a son chum, elle a sa business, elle a sa maison. C'est beau, c'est vraiment beau, puis c'est parfait de mon œil de petite fille. Et pour moi, ça a été vraiment un modèle de réussite. J'avais tout ce que j'avais besoin, mais il y a encore un... Il me semble que je suis capable de plus. Il me semble que c'est pas encore ça ma vie. Il me semble que je regarde tout ce que je souhaitais dans la vie, puis il y a quelques trucs de cocher, mais pas tant que ça.
Puis de me faire dire souvent, bien, par l'entourage de l'époque, par les gens qui étaient dans ma vie, c'était comme, bien, qu'est-ce que tu veux de plus? T'sais, pourquoi tu voudrais plus? Tu as déjà ça, puis regarde ça, puis tu es déjà gâté, tu es déjà privilégié. Puis à me trouver tellement ingrate, parce que je le sais que je suis privilégiée. Sur papier, puis en apparence. Je me rappelle de cet été-là où tout a éclaté. Mais elle, ça allait vraiment pas. À ce moment-là, j'étais enseignante à l'école de musique depuis déjà un bon moment. J'étais pas juste une employée pour Mel, j'étais vraiment aussi une bonne amie. On était vraiment proches. Je la voyais depuis un bout. Ça filait pas. J'ai posé beaucoup de questions. Même elle n'arrivait pas à me dire exactement, à mettre le mot sur c'était quoi exactement qui se passait. Elle étouffait, qu'elle me disait. Moi, j'ai vraiment vu une urgence de vivre. Ça a été de jouer un rôle pendant très longtemps, puis à sourire faussement, puis à faire « je suis vraiment heureuse », alors que je le suis pas. Et je fais des grosses prises de conscience de me voir sur la scène. Je réalise un rêve, tu sais, je suis sur scène de façon occasionnelle par année, mais je suis toujours de dos. Je vois tous les artistes que j'engage, avec qui je travaille, eux vivre un peu ce que moi j'aurais aimé vivre et faire comme « ben non, moi je passe mon tour ». Donc, toutes les aspirations d'adolescente que j'ai tellement mis de côté par besoin d'être une adulte, par besoin de faire mes preuves, par besoin de prouver à la planète entière que je vais réussir dans ce que je fais et de dire, bien finalement, c'était-tu vraiment ça que je voulais? J'avais l'impression que je suis en train de m'éteindre, mais de mourir vraiment par en dedans. J'ai passé des soirées à pleurer, j'ai passé des semaines à ne pas dévoiler qui je suis. Puis des semaines se sont transformées en mois, les mois se sont transformés en années. J'ai joué un rôle pendant tellement longtemps. Ce qui fait que le jour de mes 30 ans, le 11 février 2014, alors que j'avais bien dit que je voulais pas avoir de fête surprise, que je voulais pas avoir de célébration parce que je trouvais que c'était une journée épouvantable dans ma vie, on m'a quand même célébré sans que je le sache. Et ma première réaction a été d'aller m'enfermer dans mon garde-robe. En fait, c'était l'endroit de prédilection depuis plusieurs semaines pour aller pleurer en cachette, de me dire que c'est la pire journée de ma vie. Je suis vraiment en train de gaspiller plein de moments importants de ma vie, à ne pas faire ce que je veux, à ne pas être telle que je suis. Et c'est à partir de ce moment-là que je décide que je vais réécrire complètement mon histoire. En fait, je réalise que je veux remonter sur scène, puis c'est vraiment ça qui devient une espèce de non négociable. Puis je sais pas trop comment je vais le faire, mais en même temps, ça coïncide avec, il y a des écoles secondaires qui commencent à m'approcher pour que je puisse aller parler de mon parcours. Puis je fais, ah, peut-être être conférencière, ça devient une option. Et il y a un réseau de femmes d'affaires de mon coin qui me demandent d'aller faire une conférence. Puis là, je montre vraiment quelque chose. Et avant de le présenter sur scène, j'invite des gens proches de moi à venir entendre la conférence. Puis après cette conférence-là, en fait, une de mes amies qui me dit « C'était bon, on dirait que ça manque de toi, ça manque un peu d'éclat. » Je laisse un peu me jeter ça, puis ça prend peut-être 2 ou 3 jours, puis je fais « Ça va s'appeler paillette. » Il manque de la paillette. Toute l'idée de paillette remonte à ce moment-là de me dire qu'est-ce que j'ai toujours aimé, mais que j'ai toujours mis de côté par peur de ce que les gens vont dire, par peur de ce que mon école secondaire va faire si jamais j'en porte un peu. Qu'est-ce que tout a été dans ma vie, dans mes décors à la maison, dans tout ce que j'ai toujours fait dans mes spectacles, c'est de la paillette. Puis tout ce qui devient l'idée principale de Paillette Inc. se fait à partir de ça. C'est qu'en fait, on s'empêche de briller. Moi, je me suis empêchée de briller. Pourquoi je suis si malheureuse en ce moment? C'est que j'ai complètement oublié cette partie-là de moi qui ne demande juste qu'à avoir de la lumière puis à être là, pas nécessairement sur le spotlight, mais à faire ce que j'aime. Ça devient tellement clair, c'est Paillette Inc. Et au départ, c'est simplement une idée de faire des conférences. Mais là, la vision devient, OK, s'il y a des femmes comme moi, qui se sont éteintes avec les années, je veux dire, je suis pas la seule. Il doit en avoir d'autres comme moi qui ont des grands rêves, il doit en avoir d'autres comme moi qui ont envie de se libérer, parce que c'était vraiment ça, de se libérer peut-être d'une relation toxique, de se libérer de ce qu'on pense qu'on devrait être, de se libérer de ses peurs, de se libérer du jugement des autres. Et là, je me dis, OK, attends, là, ça sera pas juste avec des conférences, comment je pourrais encore plus faire passer ce message-là? Et là, c'est le web, ça devient comme... C'est ça. C'est un genre de... moment, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse.
À l'époque, moi, j'ai une communauté Facebook de 5000 entrepreneurs, puis à un moment donné, il y a une femme qui entre avec un long nom comme ça, et je peux pas l'ignorer. Et elle répand littéralement de la paillette partout dans mon groupe, au point où on décide de l'expulser. Et lorsqu'on expulse Mélissa Normandin-Roberge d'un endroit, ça active son désir de vouloir travailler avec nous. Et donc, elle trouve une référence commune et finalement, je me retrouve dans un café où elle me parle de son projet et je suis littéralement engagé dans son projet pour l'aider avec une première campagne pour répandre la paillette partout dans le monde. Et à ce moment-là, moi, je vois une opportunité d'affaires, je vois une femme qui a plein d'assurance, plein de belles intentions, puis une grande vision. J'embarque. Et on met des mois d'énergie, de peu de ressources financières qu'on avait à ce moment-là à l'intérieur du développement d'une première campagne. Et là, on lance la campagne qui est principalement une grosse rencontre qu'on fait sous forme de webinaire. Et là, à 10h45 le soir, après avoir étiré la sauce au maximum, j'ai de la difficulté à donner les résultats à Mélissa parce que c'est très décevant. Puis là, je commence vraiment à rêver grand. Là. Je veux ça big, partout. Je veux mettre de la paillette. C'est vraiment ça. Dans la vie de toutes les femmes du monde entier, je vois ça grand. Je me vois vraiment sur toutes les scènes du monde entier. Ça va être explosif et exponentiel. Ça va être Paillette Inc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, émotionnellement, je suis très impliqué maintenant parce que Mélissa est en séparation. Ce lancement-là, c'est ce qui va lui permettre de racheter la maison familiale pour pouvoir assurer un avenir à sa famille. Donc moi, comme papa de 3 enfants, ça me touche énormément. Et là, il faut que je lui annonce que notre campagne, elle a fait une seule vente. C'est exactement là que je comprends qu'en fait, c'est plus un programme en ligne, c'est pas mon idée de faire des conférences ni d'être partout, c'est une idée que là, c'est un mouvement. Ce que je vais devoir incarner avec ce flop qui semble se dessiner là, c'est t'as pas le droit d'abandonner, t'as pas le droit de baisser les bras, t'as pas le droit de retourner dans ta garde-robe pour brailler puis dire que ta vie, c'est n'importe quoi. Tu te relèves et tu n'acceptes plus jamais qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va t'empêcher de briller. C'est là que c'est devenu hyper clair de faire parfait. Voici la mission que tu te donnes et voici la mission que tu vas faire. Je dois avouer qu'à ce moment-là, je me dis que cette histoire-là de paillettes, c'est une idée folle qui était peut-être vraiment une idée folle. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais Mélissa est tellement persévérante qu'elle m'engage, puis je continue avec elle les 10 jours de campagne qu'on a à faire. Je la vois contacter une personne à la fois, prendre un appel à la fois, puis persévérer, et je m'engage avec elle jusqu'au bout où on arrive finalement contre toutes mes attentes à 125 premières clientes, qui littéralement nous permettent d'avoir un premier succès financier, changer notre vie et changer la vie de Mélissa, et notre premier noyau de clientes est créé. C'est fou de penser qu'à ce moment-là, je voulais ça big, je voyais ça grand, puis en même temps, je me disais, s'il y en a 40, 50 qui embarquent dans le mouvement, ça va être déjà comme extraordinaire. Puis finalement, c'est 125 femmes cette première année-là qui se sont joints à l'univers, qui ont accepté de faire confiance à Paillette Inc. Je me demande vraiment souvent qu'est-ce qui serait arrivé si j'étais restée dans le garde-robe, si on s'était arrêté ce soir-là à une seule vente parce que ça ressemblait à un pseudo-échec. En tout cas, de loin, ça ressemblait à ça. Et c'est à partir de cet événement-là qu'on s'est dit mais comment on va faire la suite si je suis seule là-dedans, s'il n'y a personne à côté de moi? Et Mel m'a demandé de poursuivre avec elle dans ce mouvement-là, de participer à ces événements, d'être à ses côtés pour organiser, planifier aussi l'horaire, voir avec les enfants, les événements, les formations. Depuis ce temps-là, en fait, Paillette Inc., oui, c'est l'accomplissement de plein de rêves d'ado que moi j'avais. En fait, c'est comme si j'avais honoré l'adolescente que j'avais été parce que j'ai été partout. J'ai fait des scènes à Lyon, à Paris, à Toulouse, au Maroc. On a rempli des grandes salles ici. On a loué le Grand Rex à Paris pour faire un événement. J'ai fait la salle Gaveau. Juste de voir, en fait, comment une simple, on va dire un simple mal-être qui devient une idée, qui devient des actions et qui devient un résultat. Mais ça, en arrière de tout ça, c'est juste parce qu'on n'a jamais abandonné, qu'on a toujours persévéré. Puis j'ai toujours voulu incarner le message que je m'étais promis de toujours aller de l'avant, puis de toujours continuer et de vivre cette vie-là. Je pense que je vais le dire sans aucune prétention, mais avec une immense claque dans le dos. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais c'est ça que je vais dire. On a, je pense, réinventé la façon de faire des affaires avec Paillette Inc. en entrepreneuriat féminin. Et
tout ce que moi, je n'aimais pas du modèle d'affaires traditionnel, qui était, tu sais, en affaires, il n'y a pas d'amis, puis ça prend des contrats très rigoureux, puis il faut être rigoureux, puis il faut être vraiment dans ce mindset-là. Moi, je me disais, au contraire, comment on peut être encore plus libéré, comment on peut avoir encore plus de plaisir. Puis Paillettes Inc., pour moi, maintenant, c'est ça. C'est un univers parallèle. C'est un univers que j'ai créé dans lequel moi, j'aurais aimé évoluer et qui finalement est devenu réalité pour des milliers de femmes qui redécouvrent en fait que faire des affaires, bien, tu peux en faire avec tes amis, ça peut être vraiment, vraiment le fun. Tu peux faire des collaborations. Tu peux partager que c'est pas toujours facile parce que tes enfants courent partout puis tu es obligé de tenir le fort de tout bord, tout côté. Puis j'ai vraiment le bonheur de voir évoluer des femmes dans tous les domaines qui ont arrêté de voir leur entreprise comme « j'ai une petite entreprise ». Qui se sont permis en fait de cette passion-là de l'amener là où elles veulent, qui se sont permis d'accomplir, de réaliser des grandes choses, qui se sont permis d'arrêter d'avoir peur de ce que les gens allaient dire de leur ambition, de leur travail, des fois qui est un peu underground, qui est un peu en marge de la société, parce que quand tu es entrepreneur, tu as parfois l'impression de ça. Et surtout, je pense que Paillettes Inc., c'est le reflet de femmes qui ont juste dit « c'est assez ». C'est assez d'être rabaissée, c'est assez de ne pas prendre sa place, c'est assez d'arrêter de briller. Et le plus grand accomplissement dans les dernières années, c'est juste de voir des femmes qui, année après année, évoluent. Tout simplement. Elles évoluent dans leur façon de faire, elles évoluent dans leur façon d'être et elles contribuent au bien-être de tellement de gens. Parce que oui, à l'intérieur de cet univers parallèle-là, elles se soutiennent, elles s'entraident, mais elles ont un rayonnement par la suite dans leur propre communauté. Elles deviennent elles-mêmes des modèles pour plein d'autres gens qui les regardent. Parce qu'une paillette, c'est super le fun. Mais quand t'en as 1000, une à côté de l'autre, ça brille encore pas mal plus fort. Aujourd'hui, Paillettes Inc., c'est des milliers de clientes d'un peu partout en francophonie mondiale. C'est des experts de tous les domaines. C'est des grands noms, comme des Serge Beauchemin, des Daniel Henkel, des Nicolas Duvernois, qui acceptent de se joindre à ce mouvement-là. C'est des événements partout, à Paris, à Lyon, à Toulouse, au Maroc, à Shawinigan, très important. C'est des produits faits en collaboration avec plein de formidables entrepreneurs québécoises. C'est du plaisir, c'est de la libération, c'est un besoin d'exister. C'était supposé être un simple programme en ligne, devenu un univers parallèle. Une chance que j'ai décidé de réécrire mon histoire. En 2020, il est arrivé ce qu'on appelle une pandémie mondiale. La pandémie, c'est vraiment quelque chose d'assez rare, assez complexe. Et évidemment que tout le monde a dû réécrire, oui, une partie de leur histoire, mais en fait, c'est plus qu'ils ont dû brûler le livre pour renaître de leur cendre. Et nous, on n'y a pas échappé, en fait. Il a vraiment fallu qu'on réinvente le modèle d'affaires. Il a vraiment fallu que je me réinvente, que je me réaligne. Il y a une chose qui m'est venue en tête très souvent, c'est une maudite chance que je l'ai fait. Parce que sinon, probablement que j'aurais vécu, oui, une année très difficile comme beaucoup de gens, mais j'aurais eu en plus des regrets de me dire « j'ai jamais fait ce que je voulais tant faire ». Maintenant, je sais qu'on peut encore plus inspirer les femmes à avoir un nouveau chapitre dans leur vie, à se réinventer complètement, puis à savoir que c'est possible de faire les choses différemment. Puis encore plus que jamais, en fait, c'était facile de dire « brille, là, mets de la paillette, puis vas-y, là, contamine le monde quand tout va bien ». Mais quand tout va mal, c'est encore là que c'est plus important de comprendre que jusqu'à quel point tu le veux, jusqu'à quel point tu vas être capable d'être une toute nouvelle personne avec une toute nouvelle vie qui lui convient. Redéfinir ses paramètres, redéfinir ses valeurs, redéfinir qui on est, c'est aussi ce que je souhaite faire avec le plus grand nombre de femmes en 2021. Pandémie, pas pandémie, encore là, il n'y a plus rien ni personne qui va pouvoir nous empêcher de briller. Now, it all seems so simple. We were lying on your couch. I remember you took a photo out of us.
Malgré les tempêtes, le vent qui souffle fort, le chaos, la pandémie, à tout moment on peut réécrire notre histoire un chapitre à la fois. Et si Payating était la réponse?